Hello, everybody. Good afternoon. Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je sais que la journée aura été déjà longue, mais quand même, quelle inspiration. Donc, j'aimerais vous remercier tous et toutes d'être venus ici en si grand nombre. Alors, je m'appelle Elena Gurgis. Avant de débuter, j'aimerais vous dire que j'ai passé les 13 premières années de ma carrière dans un centre de ressources pour la famille à Highland Park, nord-est de Los Angeles. Et donc, j'ai été élevée à Pasadena, en Californie. Et c'était une des toutes premières fois où j'ai vraiment senti cette expérience de l'appartenance à la communauté. Un des endroits des plus difficiles où élever ses enfants, c'était Highland Park à l'époque. Et pourtant, nous étions dans cette maison, cette grande maison de style victorien. Et justement, à notre atelier, on a parlé d'environnement. Donc, ça m'a ramené à ce moment où j'allais chercher, ramasser en bon français les enfants dans une fourgonnette à 15 passagers. Je les amenais à l'école et je les amenais dans cet édifice victorien qui avait été érigé en 1912. Et à quel point cela avait été transformateur. Et puis, c'était pour ces enfants qui étaient jugés à risque. Mais en fait, c'était des enfants de 9 à 12 ans qui voulaient être perçus comme étant des enfants pour qui le succès était possible. Donc, je suis ici pour vous parler d'une approche tout à fait différente, l'initiative de Magnolia. On appelle ça une approche et non pas un modèle, parce que chaque communauté est différente. Et voilà pourquoi il est important de le souligner. Il s'agit de principes clés vers lesquels nous tendons et on continue à apprendre des uns des autres. Mais nous tâtons d'avoir ce rêve d'améliorer la qualité de la population, le bien-être de la communauté. Alors, que cela veut-il dire d'améliorer le bien-être d'une population? En tant que représentant organisationnel, en tant que résident engagé, des résidents qui travaillent fort pour améliorer la vie, la qualité de la vie de tout un chacun. Mais en fait, on ne voit pas tellement les choses s'améliorer. Alors, quels sont ces défis? Eh bien, plusieurs parmi nous pensons que tout cela ne nous concerne pas, mais en fait, nous sommes tous sur le même bateau. Et il y a tellement de problèmes qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Alors, ça nous prend des efforts de collaboration, des efforts collectifs. Nous travaillons sur trop de problèmes et trop d'idées simultanément. Et nous concentrer sur toutes nos ressources, sur un seul programme, comme une parentalité de qualité ou la préparation à l'école ou réduire l'obésité dans les écoles, etc., c'est trop. Il nous faut nous concentrer, ou plutôt nous concentrons sur les politiques sans prêcher les changements en pratique. On parle de ça les parties techniques et humaines des changements. C'est difficile de mettre les choses en pratique. Nos habitudes font partie de notre éducation. On nous apprend à faire les choses d'une certaine façon, donc de changer nos habitudes est très difficile. Alors, quels sont nos défis au niveau local, au sein de la communauté où je travaille? Les résultats de santé médiocres sont très communs. 35 des enfants souffrent d'obésité. 73 ne maîtrisent pas leur lecture en troisième année et 40 ne sortiront pas de l'école secondaire, ne réussiront pas leur école secondaire. Alors, quelle est notre approche? L'initiative Magnolia. Il s'agit d'un réseau volontaire regroupant 70 organisations et groupes résidents dans un environnement de 500 pâtés de maison, donc pas loin du centre-ville de Los Angeles. Alors, je vous ai fait une petite carte ici. Nos frontières, si on veut, dans les alentours de USC. Et au nord, la frontière la plus au nord, c'est Olympic, dans le village coréen. Alors, il y a là une occasion de travailler auprès de 75 de Latinos et 13 de Coréens. Donc, une communauté hautement diversifiée, avec une division naturelle, avec donc 2 autoroutes. Donc, pas beaucoup de poches de voisinage, mais une industrie du vêtement, etc., avec une population très dense. Alors, donc, 5 000 carrés, il y a environ 110 000 individus, habitants, et 10 000 enfants qui ont moins de 5 ans. Alors, qu'avons-nous fait? J'étais la directrice fondatrice, si on veut. Je suis arrivée en 2008
et j'ai été embauchée sans trop savoir ce qui m'attendait. Alors, ce réseau volontaire de partenaires, si on veut, s'est rassemblé. Et une des premières choses que nous avons faites, c'est d'élaborer ce qu'on appelle un espoir et rêve. Alors, voilà, c'est ce qui était le fil d'Ariane. Alors, une vision de 35 000 enfants qui vivent dans cet environnement du sud de Los Angeles allait se dépasser au niveau de l'éducation, de leur santé, la qualité des soins qui leur avaient été apportés et la stabilité économique qu'ils recevraient de leur famille et de leur communauté. Alors, on appelle cela nos 4 piliers. Dans 4 zones, 4 piliers objectifs, et notre recherche le prouve que lorsque les familles connaissent le succès dans tous ces domaines, les résultats sur le long terme sont d'autant plus positifs pour eux et leurs familles. Alors, comment en arriver à ces rêves, à ces espoirs? Alors, d'un côté, on tente de fonctionner comme un système interconnecté. Quand j'ai entendu le mot système, j'étais pas trop sûre. J'aime pas ce mot. C'est un mot qui fait peur, surtout dans le milieu du but non lucratif. Tout ce qu'on entend dire des systèmes, c'est qu'ils sont complexes, compliqués, et on parle de bureaucratie, etc. Mais au fil du temps, et puis, grâce à Moira, j'ai été convaincue du fait que le mot système n'était pas un si terrible mot. Nous pouvons nous rassembler pour partager une vision commune, nos rêves communs. Et il est important de tenir compte du fait que cela tient compte de ces résidents qui vivent dans ces voisinages, les services, les systèmes de soutien et comment les organisations tissent des liens les unes entre les autres, etc. Eh bien, on découvre qu'il y a plusieurs services fragmentés qui travaillent avec les mêmes familles, mais en fait, ces organisations ne travaillent pas ensemble de façon uniforme, comme un seul système. Alors, comment cela se fait-il? Eh bien, d'abord, il faut se pencher sur la complexité des gens, de la population comme telle. On ne parle pas d'une personne qui rentre en temps de crise, mais on se penche sur une personne qui vit dans un voisinage qui n'est pas facile, qui doit soutenir sa famille, qui peut-être n'a pas d'emploi, n'a même pas de statut légal possiblement, et certainement aucune assurance santé. Donc, très complexe. Et lorsqu'on parle de ces organisations, qu'on pense à ces organisations, il y a bien des ressources gouvernementales, par exemple. Alors, ces ressources sont limitées. Nous n'allons pas recevoir davantage d'argent. Ça va être plutôt le contraire. Nous allons en recevoir de moins en moins de la part de nos gouvernements pour répondre à une demande qui, elle, est croissante. Alors, comment alléger ce fardeau financier? Ces offres, ces services qui sont offerts trop tard et qui donnent des résultats très piètres. Alors, il faut commencer tôt. Il faut se pencher sur les tout débuts, l'importance de la période prénatale à l'âge de 5 ans. Et ensuite, se poser d'autres questions. Ça ne fonctionne pas programme par programme ou service par service, mais plutôt se pencher sur la prévention à échelle plus large. Alors, on travaille sur des actions communes qui se retrouvent dans plusieurs secteurs, éducation, petite enfance, etc., où se trouve l'expertise. Alors, justement, on ne demande pas aux gens de garder leurs secrets, de ne pas partager les meilleures pratiques, etc. C'est le contraire. On veut apprendre les uns des autres. Allez-y, partagez. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut essayer grâce à cette expertise? Comment changer les choses? Et on ne se considère pas comme faisant appel à un modèle traditionnel d'évaluation, mais plutôt de se dire quels sont les éléments sur lesquels nous pouvons nous pencher dans l'immédiat pour en arriver à des idées prometteuses. Tout ce qu'on dit à nos organisations, c'est que pourriez-vous faire d'ici mardi prochain pour justement apporter des changements que vous voulez voir? Il faut que ce soit simple, praticable et non pas un fardeau supplémentaire pour les personnes qui tentent déjà toutes sortes de choses. Donc, il faut agir en tant que réseau pour produire, accélérer l'innovation, l'apprentissage, le partage, la dissémination. Et donc, soutenir un réseau volontaire. Il faut qu'il y ait un moyen de motiver les gens à se regrouper et de travailler ensemble, les uns avec les autres. Et une partie de cela est de poser la question, qu'est-ce que tu voudrais voir changer? Qu'est-ce qui ne va pas bien?
qu'est-ce qu'il te serait ou vous serait possible de faire pour en arriver à des changements? Donc, on tente de mettre au bord d'essai des idées prometteuses. Alors, on se penche sur ce fameux 73 qui ne sont pas compétents en troisième année. Donc, de reconnaître le fait que les enfants ne font pas l'acquisition du vocabulaire adéquat ou le soutien dans le foyer n'est pas là pour les aider. Alors, certains des partenaires se sont rassemblés et nous sommes posé la question suivante. Peut-être devrions-nous faire en sorte à ce qu'il y ait davantage de livres qui sont placés dans les différents foyers. Alors, il y a eu des campagnes de dons de livres, etc., ce genre de choses. Mais après, on s'est dit peut-être que ce n'est pas cela du tout. Peut-être qu'il faut savoir comment créer le réflexe de la lecture comme étant routinière, comme se brosser les dents. Il faut que la lecture soit la norme. Et comment est-ce que les parents en viennent à comprendre que la lecture ça se fait avant de se coucher. Il faut toujours avoir un livre dans son sac à main, un rendez-vous chez le médecin, dans la salle d'attente, lorsque vous êtes dans l'autobus, etc. Vous pouvez aussi les fabriquer. Ils n'ont pas besoin de coûter cher. Vous pouvez raconter l'histoire sur la vie d'un enfant. Vous pouvez regarder des photos, etc. Donc, se pencher sur les ingrédients clés donc, qui peuvent aider les parents à, si on veut, transiger ou établir un rapport avec leur enfant par rapport à la lecture. Ce concept de réseau. Alors, on dit que si les individus et les organisations sont en mesure de rendre leurs programmes et leurs activités davantage transparents, donc de partager ce qu'ils font, etc., eh bien, on pourrait faire un meilleur travail, un travail plus efficace quant à comment mieux utiliser nos ressources, notre expertise et mieux répondre aux besoins des familles. Donc, Moira va vous parler davantage de l'usage que l'on fait de données pour le partage de l'apprentissage et les meilleures pratiques, etc. Je voulais dire que non seulement le mot système me faisait peur, mais alors le mot données aussi, j'aimais pas trop. Et ce n'est qu'avec le temps que je me suis dit, bon, les données n'ont pas besoin de porter sur ce qu'on fait de négatif. Ça peut porter sur un processus d'apprentissage. Moi, j'ai appuyé notre réseau, j'ai rassemblé nos gens, etc. Et souvent, on en parlait de soumettre des données sur ce que les gens avaient dit qu'ils allaient faire et de voir à quel point ils ont connu un succès de mois en mois, et ensuite de partager tout cela entre les différents partenaires de réseau. Tout à fait, dans l'idée de partager ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il y a des éléments qui sont tombés dans les cracks et on avait des genres de scénarios. On allait poser des questions sur la dépression maternelle et autres sujets importants. Donc, il y a eu un partage, mais de faire preuve davantage de transparence quant à comment ça se passe pour chacun, chacune. Et si vous ne connaissez pas le terme facteur de protection, ça vient de Washington, D.C. Il y a une étude qui a été menée. Et les facteurs de protection tels que la connexion sociale, la résilience, la compétence émotionnelle, etc. des enfants, capacité d'être un bon parent, etc. Et des ressources concrètes sont des éléments, sont tous des exemples de facteurs de protection qui aident à atténuer les risques des familles contre les aspects négatifs auxquels ils sont exposés au quotidien. Donc, on se perçoit comme étant les constructeurs d'un système d'apprentissage pour en arriver à une action collective. Alors, depuis les débuts, nous sommes passés par toutes sortes d'étapes. Alors, on a vraiment jeté aux poubelles ce qui ne fonctionnait pas. C'est une philosophie très importante. On se dit, on l'a essayé, ça n'a pas fonctionné, on n'est pas obligé de s'y tenir. Et ça peut être l'infrastructure du réseau ou comment nous travaillons ensemble ou peu importe la chose que l'on essaie. C'est une culture de collaboration et d'accepter que ça prend une forme de leadership pour aider et soutenir les organisations. Moi, je ne peux pas. Je peux motiver des partenaires jusqu'à un certain point, après quoi, c'est le leadership de l'organisation en question qui doit permettre le service direct aux individus ou les différents services d'aller de l'avant dans leur propre organisation, etc. Oh. Ceci étant dit, je vais maintenant vous montrer une petite vidéo.
Pour vous donner une idée d'autres aspects de cette initiative. All of these children in these neighborhoods and Tous ces enfants dans ces voisinages ont des problèmes. Alors, ils se sentent isolés du monde. Et il faut faire la promotion de connexion, développer un sentiment d'appartenance. Et les prestataires de services sont cruciaux. Ça serait formidable de voir tous ces enfants réussir. Comment aider les parents à bien se sentir, les familles à bien se sentir, les quartiers à bien se sentir? Il s'agit de créer un changement tangible dans la qualité de vie des gens. Alors, le principal objectif de Magnolia, c'est de travailler sur le bien-être des enfants et des familles. Les gens doivent être connectés les uns avec les autres et travaillent pour la communauté. Alors, on met l'accent sur des problèmes précis. Mais ce qu'on essaie de faire avec l'initiative communautaire de Magnolia, c'est d'intégrer, en fait, ces 4 facteurs: la stabilité économique, la réussite dans l'éducation, l'amélioration du bien-être, etc. Et bon, on a commencé avec le concept d'être... ça s'appliquait d'abord à un quartier et maintenant ça s'est répandu dans d'autres quartiers. Alors, on a vu ce que les gens faisaient déjà, mais on a introduit des notions différentes, des notions supplémentaires, en fait, pour améliorer le bien des gens et en ajouter des composantes pour qu'une famille identifie bien ses besoins. Alors, il y a le département des services sociaux de Los Angeles, il y a l'Institut pour les enfants. On s'adresse, on a une bibliothèque sur le site aussi pour la petite enfance, la nutrition, les questions financières, les compétences de parentage. Alors, le soutien à la santé, les familles se demandaient où chercher les services de santé. Ah ben alors, on a un programme en proximité. Moi, dans le monde du travail traditionnel, en fait, ça se passe pas comme ça. Nous, c'est unique. Notre objectif, nous avons tous le même objectif, c'est-à-dire de mieux vivre. On veut s'écarter du modèle autoritaire et on essaie de voir comment on peut aider les familles. Nous savons tous et toutes qu'il y a des leaders naturels dans chaque collectivité. On essaie de faciliter la relation avec ces leaders. Ce sont des ambassadeurs de leur quartier. Il y a des gens qui ne savent pas où s'adresser lorsqu'il y a des problèmes. Comme nous participons donc au groupe des ambassadeurs et nous, à l'extérieur, en fait, nous sommes comme les porte-parole. Alors, il y a des gens dans leur quartier qui travaillaient comme des ambassadeurs et expliquaient comment c'était le sentiment d'appartenance, améliorer le bien-être des familles et l'idée, en fait, de pouvoir compter sur ses voisins. Simplement serrer la main. Je m'appelle une telle. Est-ce que je peux vous aider? Au cours des derniers mois, il y a eu des vols par effraction dans notre communauté. Maintenant, en fait, on essaie de développer une relation de confiance avec les gens dans le quartier. Ce qu'on a fait avec l'initiative Magnolia, c'est le programme d'empowerment des parents, les parents qui enseignent aux autres parents. Tout le monde travaillait pour la même cause, c'est-à-dire le meilleur avenir pour nos enfants. Alors, il s'agit d'être régulier et de pouvoir faire de la prévisibilité. Un quartier doit être sécuritaire et prévisible. Oui. Là, il s'agit de changer fondamentalement un quartier et on essaie de faire en sorte que ces changements soient pérennes. Bon, si quelqu'un, en fait... bon, je crois avec la communauté. Alors, il y a un réseau qui touche 89% des gens dans la région. Nous pouvons voir et sentir le changement qui se produit. D'autres collectivités vont choisir d'autres moyens pour faire la même chose. Nous, dans notre collectivité, ça porte sur l'adaptabilité et la pérennité. Ce n'est pas une solution pour un plan quinquennal ou un plan pour 10 ans. C'est un plan que l'on veut pérenne pour les générations futures. On pense au long terme avant tout. Mais vous voyez ici un petit peu ce qu'on essaie de faire et les différents partenaires avec lesquels nous travaillons. Je pourrais passer probablement 1 heure supplémentaire pour vous dire ce que nous avons fait du point de vue de l'effort de mobilisation de la collectivité. Ça a été, en fait, nous avons lancé une campagne de mobilisation que nous avons lancée en 2012. Nous avons fait du porte-à-porte
et on a des cercles de voisins et on a fait en sorte que les parents se présentaient les uns aux autres. Si vous pensez à 110 000 personnes qui ne se connaissent pas vraiment et qui vivent en isolement et par conséquent qui n'ont pas confiance les uns envers les autres, ce que nous faisons, c'est d'essayer de faciliter la façon de rencontrer les voisins, d'échanger les numéros de téléphone et de faire en sorte qu'ils s'appuient, qu'ils se soutiennent les uns les autres. Et il s'agissait en fait de faire en sorte que les personnes les plus isolées entrent en relation avec les autres, avec leurs voisins. Je vais donner la parole à Moira, qui va vous parler un petit peu de notre système d'apprentissage. Thanks and good afternoon. Bon après-midi. J'aimerais partager avec vous certains commentaires quant à ce que nous faisons pour que les gens deviennent des concepteurs et des apprenants. Alors, pour obtenir les résultats escomptés au sein de la communauté. Bon, alors ça va être plus lent, le déroulement des diapos à partir de maintenant. Bon, pour revenir à ce qui a été dit plus tôt ce matin, lorsque on a parlé de ce qu'on essayait de réaliser, on a parlé de la notion, de la façon dont on pourrait minimiser la perte du potentiel d'apprentissage chez les jeunes enfants. Ici, c'est un graphique qui se rapporte à ceci et qui vous montre qu'en théorie, si on allait chercher en fait tout le potentiel perdu dans les 5 premières années, si on met ça dans les décès, ce sont les gens dans la catégorie la moins élevée, donc le 5 à 7 qui ont des besoins spéciaux, qui ont des maladies. Bon, en vert, ce sont les gens qui regardent trop de télévision, mais de façon générale, ils vont bien. Et le groupe au centre est celui qui nous intéresse. C'est celui, en fait, qui donne de mauvais résultats à la communauté. Alors, ils tendent à tomber entre deux chaises parce que nous avons un système très ponctuel de services et de réponses, réponses que nous n'obtenons pas d'ailleurs. Alors, le moteur de tout ceci, c'est comment faire en sorte qu'on puisse en savoir plus sur ces familles, avoir des résultats qui nous permettront d'être plus prévisibles. Si on veut obtenir un résultat dans la communauté, à ce moment-là, il faut d'abord que ce soit adaptable. Il faut absolument, en fait, que nous puissions diffuser nos initiatives parce que nous n'atteindrons pas notre résultat si notre système ne s'attaque à 5 de la population. Et on veut absolument qu'il soit aussi pérenne avec le temps, qu'il ne se détériore pas parce que les gens sont distraits par d'autres questions. Je reviens à cette image du bateau. On parle beaucoup de cette notion du fait que tout système est parfaitement conçu pour atteindre les résultats escomptés. Si vous voulez savoir comment vous assurer que seulement 60 des enfants en école secondaire obtiennent leur diplôme, venez à Los Angeles et on va dire comment faire, parce qu'on a un parfait système pour obtenir des résultats fiables année sur année. Et pour revenir à ce que ma collègue a dit en ce qui a trait au système, on essaie d'utiliser une définition simple du système, à savoir que c'est un groupe interdépendant de gens et de processus qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. On a pensé que changer le résultat, ça voudrait dire que tous ces gens et ces processus interdépendants doivent travailler en tant que système pour répondre aux besoins de population et ces résultats doivent être convenus, en fait, doivent être, tous les partenaires doivent être d'accord. Alors, ça, c'est, je ne sais pas d'où vous venez, c'est peut-être pas comme ça, votre système, mais ça dépend des systèmes, en fait, qui dépendent des résultats que vous voulez obtenir ou des procédés que vous utilisez. Alors, on ne parle pas ici des mêmes collectivités partout et des mêmes niveaux de gouvernement. Le défi que nous avons, c'est que améliorer un système, c'est différent d'améliorer un programme. Un programme peut être mis en œuvre plus facilement, mais on ne peut pas préciser tout ce qui peut entrer dans un système pour le faire fonctionner. Ça n'est pas possible d'être aussi précis que ça. Et lorsqu'on arrive à ce niveau de détail, il y a trop de protocoles et là, les gens commencent à s'occuper de choses techniques et perdent de vue le tableau global. Un système, en fait,
dans son ensemble, doit être équilibré. Un bon exemple de ceci, ce serait d'augmenter les références lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on veut améliorer la capacité ou lorsqu'on veut détecter les problèmes. Et transiger avec les volumes. Les systèmes communautaires sont complexes et ne sont pas permanents. Il y aura toujours un changement de politique à un moment donné, un changement de programme ou la disparition de certains programmes. Par conséquent, nous voulons des idées solides, tout en comprenant que ces changements vont survenir de toute façon. Et nous avons besoin d'une approche, en fait, qui soit adaptable, qui puisse être ajustée et qui peut, en fait, être mise à l'épreuve au fur et à mesure. Bon, les systèmes sont complexes. Comment est-ce que les oiseaux, en fait, se regroupent en nuées? Eh bien, tout d'abord, ils n'accrochent pas, en fait, leurs voisins et ils regardent devant eux. Et alors, on voit là, donc, des nuées d'oiseaux qui ne se touchent même pas et qui volent pourtant tous ensemble. Alors effectivement, s'ils se touchaient, ils tomberaient. Alors ça a l'air formidable. Pourquoi ne pas suivre des règles simples, faire comme les nuées d'oiseaux? Mais ça, c'est le genre d'oiseaux que nous avons, des oiseaux qui sont tous différents. Alors, c'est pas aussi simple que les 3 règles que je viens d'énoncer. Un autre exemple qui, à mon avis, met la table quant au travail que nous essayons de réaliser. Alors, c'est un exemple du film Apollo 13, si vous l'avez vu. Si vous vous souvenez de l'histoire, c'est... Bon, aux États-Unis, en fait, ils étaient très fiers de ce film, où le vaisseau spatial, en fait, a eu un accident et la principale capsule a eu un accident. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les promoteurs du gouvernement n'avaient jamais pensé à une telle urgence. Et les 2 modules n'étaient pas interchangeables et ne pouvaient pas s'arrimer l'un à l'autre. Il y a une grande scène dans le film où l'ingénieur, en fait, est là et dit, bon, on nous a donné ceci, en fait, pour aider les ingénieurs, parce qu'ils vont manquer d'oxygène. On ne peut pas concevoir la solution parfaite. Il faut prévoir ce genre de problème, en fait, comme dans le film. Alors, il faut penser aux résultats qui sont recherchés, en fait, par tous les partenaires. Il y a beaucoup de mesures intermédiaires et à court terme qui reposent sur une théorie que nous avons pour ce qui est des mécanismes du changement, à notre avis. C'est lié à ce qu'on appelle des moteurs ou des notions qui organisent le travail et qui disent aux gens, voici 6 domaines sur lesquels nous allons tous travailler et nous utilisons un langage courant de sorte que lorsque les gens retournent chez eux, ils utilisent leur propre jargon, leur propre terminologie. Ensuite, nous avons des capacités nécessaires pour un système complet. Comment utiliser les données, comment utiliser le leadership et les améliorations. Il s'agit de travailler en tant que réseau et comprendre que les gens changent. Tout le monde aime le progrès, mais personne n'aime les changements. Ça, on s'y attend. Malheureusement, tout le monde résiste au changement. Alors, il y a une présentation TED qui porte sur ceci. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une présentation TED formidable. On y parle des groupes qui font des tests de prototypes et quels groupes trouvent les meilleures solutions. Et vous pourriez être étonné des résultats. Alors, plusieurs groupes utilisent des prototypes et tout est un processus déjà conçu. Alors, on se pose la question, de quoi est-ce que ça aurait l'air si on le faisait comme ça? Ils sont lents pour la mise en œuvre, ils tirent des leçons de leurs erreurs. Le modèle que nous utilisons est très simple. C'est le modèle utilisé par Toyota pour révolutionner l'industrie automobile au Japon. Ils ont utilisé ça dans les années 50. C'est le modèle d'amélioration qui pose 3 questions. Qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir et quand? Comment savoir que le changement est vraiment une amélioration et quels sont les changements que nous pouvons apporter qui donneront lieu à une amélioration? Et alors ça, c'est la méthode scientifique, à savoir quelles sont vos prédictions, qu'est-ce qu'on va essayer. Allons-y et voyons ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là. Et ce sont des cycles très courts qui sont testés par 1 ou 2 personnes. On essaie de construire une théorie. Les gens qui apprennent à faire ceci ont besoin d'un échantillonnage de 300 et doivent faire le test pendant 3 semaines, sinon ça ne sera pas représentatif.
Bon, il s'agit de voir comment... c'est ce que l'industrie et les concepteurs dans l'industrie nous ont dit de faire. Alors, et on utilise... on fait les tests avec plus de prestataires de santé sur plus de jours, on touche plus de services, etc. Alors, brièvement, je vais vous parler des mesures et je vais revenir donc aux outils de mesure. Avec les outils de mesure, on essaie de faire les changements. Alors, tout d'abord, on a créé ce qu'on appelle un panneau de contrôle. Et ce panneau de contrôle a différents boutons, différents domaines. On s'est dit, couchons notre théorie globale sur le papier et réservons la moitié de l'espace sur le panneau contrôle pour les véritables mesures de changement. Alors, en haut, il y a donc vous avez la maîtrise de la lecture, facteurs protecteurs, conditions dans lesquelles vivent les familles, activités et comportements actuels. Et nous avons mis au point des processus qui découlent qui sont sur un diagramme, quelle est la théorie qu'on devrait utiliser pour obtenir de meilleurs résultats. Il s'agit de rappeler aux gens qu'on peut faire de grandes choses, mais si on n'atteint qu'1% des enfants dans un quartier ou dans une population, on n'avancera pas bien loin. Brièvement, je vais vous donner quelques exemples de la façon dont on utilise les outils de mesure. Cette diapositive vous donne un exemple. Pour mieux comprendre, on montre différents outils de mesure du bien-être. Vous connaissez certainement ce type de mesure. Dans quelle mesure, en fait, les familles vivent bien dans la communauté. Et on essaie d'encourager les gens à réfléchir au système. Alors, on a décidé de mettre en place un processus. Un parent amène son enfant chez le médecin et ils sont préoccupés de la santé de leur enfant. Alors, à quelle fréquence est-ce qu'un parent comme ceci quitte le cabinet du médecin avec l'idée de ce qu'il devrait faire? Et les gens disent, 95 Bon, c'est pour ça que sont les médecins. C'est pour savoir ce que l'enfant a. Et on s'est demandé ce qui se passerait, qu'est-ce qu'il faudrait. Là, ici, vous aurez une liste de probabilités et ça vient de cas concrets. Et on demande aux gens, qu'est-ce que c'est en fait? C'est 80 Non, en fait, c'est 2 Et ça, si vous pensez au système complet, comment obtenir une plus grande fiabilité pour une population globale, une population entière? À ce moment-là, ils se disent, je ne peux pas être bon 65 du temps parce qu'il y a 3 autres personnes qui doivent faire la bonne chose avec cette famille pour nous donner le résultat escompté. Ça rappelle aux gens pourquoi nous essayons de travailler en tant que système. Ensuite, on peut poser la question différemment, comme avant, à savoir, y a-t-il suffisamment d'accès? Est-ce qu'on a suffisamment de services? Alors, quelle est la qualité des soins de santé? On a fait des sondages auprès de petites collectivités pour vérifier la qualité des soins de santé. Ou disons, par exemple, les femmes qui sont en risque de dépression dans la collectivité. Quelles sont leurs connexions? Alors, on a fait des sondages et on a essayé d'établir des profils de ces femmes. Encore une fois, c'est procédé par simulation pour poser des questions aux gens, des questions qu'on ne leur a jamais posées. On a utilisé des données comparatives. 3 différents secteurs de soins de santé, de soins aux enfants. Et à droite, vous avez les organisations de soutien. On a posé la question, pourquoi est-ce qu'on a tellement de problèmes du côté des soins de santé? On a parlé des ressources locales offertes aux familles, les systèmes de soutien qui existaient. Exactement. En fait, on a partagé ces données avec les agences ou les organisations de soutien. Première réponse, là où on a eu 0, ils ont dit non, on ne fait pas ça, ce genre d'activité. Alors, on ne peut pas avoir plus que 0. Et ensuite, il y a quelqu'un d'autre d'une autre agence qui a dit qu'il y a 100 l'autre qui avait 0 a dit c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, il y a des possibilités d'apprentissage à travers les secteurs et au sein des différents secteurs. Un exemple de la façon dont on a essayé d'utiliser les données en apprentissage pour rendre les organisations et les partenaires plus autonomes. Parce que si on doit créer un programme ou aiguiller les gens à chaque fois qu'il y a un changement, là, ça serait trop compliqué. Ça, c'est un exemple de plusieurs, départements en fait, du comté de Los Angeles, les services sociaux, les services de soutien, les services aux familles et aux enfants et la ville de Los Angeles. Alors, ça,
services de protection aussi. Et tout ceci, c'est à Los Angeles. On a vu beaucoup de clients, beaucoup sont très stressés et lorsqu'on est arrivé à l'interview, on a vu qu'ils étaient déjà découragés. Et en fait, étant donné tout ce qui a été dit aujourd'hui, il y a des choses tristes, mais il y a une personne qu'on a rencontrée, en fait, qui était très sociable, l'autre qui était très réservé. Alors, on a utilisé une série de tests, on leur a posé des questions. Alors, on a fait donc des tests à très petite échelle et puis ces personnes ont été capables de fonctionner. Ce changement, c'est peut-être pas très emballant pour vous, mais la question qu'on peut se passer, c'est quelle question peut vous emballer et est-ce que ce processus peut être plus emballant? Est-ce qu'on peut poser de meilleures questions? Ça, c'est pour vous montrer que il y a eu un processus de prédiction et ensuite, je vais vous montrer les données. C'est la façon dont on essaie d'encourager les gens à étudier ou à interpréter les données. Alors, les mesures avant et après, maintenant, ils regardent les données hebdomadaires et mensuelles. Et il y a, en fait, les petites observations donnent lieu à d'excellentes statistiques. Et avec le temps, on voit que les mesures augmentent et qu'ils sont arrivés à rendre le processus durable avec le temps. Et, par exemple, il s'agit de poser la question sur la tristesse et par rapport à l'offre des ressources. Et là, cette agence a vu, en fait, qu'ils étaient sur la bonne voie. Ici, on voit donc les mesures sur lesquelles ils travaillent avec le temps. Chaque mesure est mensuelle et qui offrait l'expérience et la perspective des parents. Alors, il y avait un petit pourcentage de parents qui offraient de la rétroaction. Ici, il y a une notion, c'est-à-dire il y a une notion aux États-Unis qui découle de notre Institut de médecine et qui a à voir avec les erreurs massives commises par notre système de santé. Et on pensait que c'était pas suffisant, en fait, de corriger les erreurs, mais il faut que la médecine repose vraiment sur les données scientifiques, sur la science. Alors, on a un système d'apprentissage. Les gens doivent être enthousiastes et ils doivent savoir ce qu'ils essaient d'accomplir. On a beaucoup parlé des données scientifiques ce matin, à quel point c'est important. Il faut aussi co-concevoir les processus parce qu'un seul système ne peut pas concevoir seul un système. Il faut qu'il y ait une planification et des partenaires, interpréter les données ensemble. Il faut procéder comme des designers et interpréter les données ensemble. Il faut que les gens, en fait, apprennent à adapter leur système et à le diffuser et à le rendre le plus pérenne possible. Merci beaucoup.